Cela fera 30 ans, le 9 septembre prochain, que le psychanalyste Jacques Lacan a cessé de fumer ses cigares tressés, de prononcer, ou plutôt de performer ses séminaires, de recevoir sur son divan aux 5 rue de Lille. Mais force est de constater que sa pensée retorse et sa pratique iconoclaste continuent de hérisser les orthodoxes de tout poil et de susciter le transfert chez plus d'un animal parlant. Sans attendre le dit anniversaire, celui qui établit ces séminaires, le psychanalyste Jacques-Alain Miller, nous donne à lire cet été le livre 19e de l'enseignement du fameux docteur et le premier épisode d'une vie de Lacan où il est décrit non pas comme un modèle, mais bien plutôt comme un homme inimitable, un impatient, un obstiné, une exception. Et qui plus est, incandescente, autrement dit, un homme de désir. Bonjour Jacques-Alain Miller. Bonjour. Jacques-Alain Miller, vous publiez donc une vie de Lacan qui n'est, vous y insistez, pas une biographie. Et pourquoi donc n'avoir pas écrit une biographie? Je vais vous dire, c'est pour une raison très simple, c'est que un psychanalyste, ça n'a pas de biographie, à mon avis en tout cas. D'abord, ça ne peut pas écrire une autobiographie, et on ne peut pas vraiment écrire sur lui une biographie. Car en plus de la vie, dans ce cas-là, il y a l'inconscient. Et l'inconscient, est dans la vie, mais à côté de la vie. C'est une trame qui double la vie. Ça n'est pas dire que c'est une vie rêvée, mais c'est une logique qui a une autre dimension. Et alors, normalement, quand même, un psychanalyste, ça croit à l'inconscient. Enfin, sinon c'est un peu difficile. Et ça a fait une analyse. Bon. Et dans une autobiographie, il faudrait qu'il expose son analyse. Et croire qu'on pourrait le psychanalyser à partir de ses écrits, c'est complètement une illusion. Bon. Alors à part ça, bien sûr, on peut faire la biographie d'un psychanalyste comme pour n'importe qui, mais comme pour n'importe qui, c'est en fait impossible, parce que tout le monde a cette dimension d'inconscient. Alors, j'aime bien lire les biographies, personnellement, et les autobiographies, mais ce sont des romans. Et je trouve que Solaire, c'est tout à fait honnête quand il écrit ses mémoires, il appelle ça roman. Oui, mais alors vous y allez pas de main morte, parce que vous dites qu'il y a évidemment cette trame de l'inconscient qui double l'existence de chaque sujet, mais vous allez plus loin dans votre vie de Lacan, vous dites que tout biographe est serf animé par une jouissance d'esclave. Écoutez, j'ai trouvé ça dans Lacan. C'est Lacan qui m'a fait réfléchir à ça. Il dit, tout biographe, en fait, est servile. Et je pense que, alors là, il faut réfléchir pour savoir ce qu'il voulait dire, et je pense que le biographe se centre sur ce que Lacan appelait un signifiant maître, c'est-à-dire, là, un nom propre, et que le biographe, nécessairement, il est, lui, dans la position de l'esclave. Ça ne veut pas dire qu'il adule le sujet, mais que il est dans la dépendance de ce signifiant maître. Et pour Lacan, l'esclave, c'est aussi celui qui serait supposé savoir, et en l'occurrence, le biographe est supposé savoir mieux que le sujet, ce que ce sujet a oublié. Et je crois que ça n'est pas vrai du tout, c'est-à-dire qu'en fait, le biographe, souvent, il cherche la petite bête. Je le dis dans ce que vous avez pu lire, il cherche la petite bête et il ne voit pas ce que les Anglais appellent l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire la chose évidente qui passe inaperçue comme la fameuse lettre volée d'Edgar Poe. Et alors, Jacques-Alain Miller, vous avez préféré donc à une biographie écrire une vie, et vous attachez surtout, comme jadis Plutarque, dans ses vies parallèles des hommes illustres, aux signes qui révèlent l'âme. Mais quels sont les signes révélateurs de l'âme de Jacques Lacan que vous avez d'emblée mis en avant, Jacques-Alain Miller? Alors, je vais vous dire, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr que Lacan ait eu une âme.
Je ne suis pas absolument sûr non plus qu'on en ait une. En tout cas, je suis plus sûr de l'existence de l'inconscient. Si vous voulez, moi, je préfère dire une vie de Lacan, pas une biographie, parce que ça n'est pas du tout chronologique. Je ne cherche pas cette cohérence, ce type de cohérence-là, j'en cherche une autre. Bon. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de biographie. En effet, il y avait Plutarque, la vie des hommes illustres, et ce qu'il s'agissait de faire ressortir, c'était le caractère, c'est-à-dire tel que nous le lisons maintenant, c'était le désir. Bon, alors ça a repris à la Renaissance, ça a continué à l'âge classique, et puis au XIXe siècle, on a imaginé, parce que c'était l'âge de la science qui commençait, de faire des biographies scientifiques, et au XXe siècle, ça a été encore pire, si on veut, parce que dans le sillage de Freud, on a inventé la psychobiographie. Bon, alors c'est d'ailleurs un grand problème qui a beaucoup préoccupé Sartre. C'est ça qu'il a aimé faire dans La nausée. Roquentin essaye d'écrire une biographie, psychobiographie, et puis il renonce, et puis Sartre sort à la Libération un petit Baudelaire formidable, et puis il fait son énorme Flaubert toute la fin de sa vie. Bon, alors moi je voulais faire une vie de Lacan, si je puis dire, dans l'esprit de l'Antiquité. Dans l'esprit, je vais dire ça, de Lucien de Samosate, qui est d'ailleurs un satiriste plutôt. Mais aujourd'hui, l'affaire aujourd'hui, dans l'esprit de l'Antiquité, mais aujourd'hui, c'est-à-dire en lecteur de Sartre, de Borges, de Gide, de Palude, de Lacan bien entendu, et surtout, à la différence des classiques, ne pas donner Lacan en exemple. Mais alors à propos de Lacan et de ses traits révélateurs, sinon de son âme, en tout cas peut-être de sa personne, avec son âme et son corps, Jacques-Alain Miller, vous écrivez donc dans votre vie de Lacan, à propos de Lacan, donc, il était vous, il venait vous chercher là où vous étiez. Ah, c'est ça qui était formidable. C'est que d'un côté, il était lui à un point extrême, c'est-à-dire vraiment il ne ressemblait à personne. Cette exception. Et franchement, j'ai lu pas mal de biographies justement, j'ai l'impression que dans l'histoire, je ne vois personne qui lui ressemble. Bon. Si on avait une vie parallèle à faire, on la ferait peut-être avec Freud, ben, je vous assure, il ne ressemble pas à Freud. Et il le disait. Bon. Et en même temps, donc il était complètement lui, et en même temps, il allait chercher les gens, c'était un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire qu'il allait au plus près de vous, et je le compare même à Zelig de Woody Allen, qui devient le personnage que vous êtes. Et donc il vous comprenait tellement bien qu'il allait vous chercher, et puis il vous amenait progressivement, à partir de là où vous étiez, il vous amenait à sa pensée, il vous amenait à lui. C'était vraiment très fort. C'est un peu, avouons-le, ce que recommande Ignace de Loyola dans sa technique. Mais ça n'est pas dire qu'il était un jésuite. Il était aussi, vous savez... Il a eu des admirateurs jésuites qui suivaient assidûment son séminaire. Il y avait 12 jésuites dans son école et c'est sans doute pas par hasard. Hein. Ça devait être bien réfléchi. Alors... Si vous voulez, en effet, des signes révélateurs. Lacan était quelqu'un d'extrêmement vivant. C'était quelqu'un qui était en alerte, qui était à l'affût. Là, on me racontait tout récemment, on était avec lui voir les Noces de Figaro mises en scène par Strehler à l'opéra. Et ce que je ne savais pas, c'est que dès le lendemain, il s'était pointé voir son neveu Diego Masson, chef d'orchestre, et il a passé toute la journée à déchiffrer avec lui le texte et au piano la musique, parce qu'il disait, au fond, ce que j'essaye d'expliquer depuis 20 ans dans mon séminaire, pourquoi est-ce que c'est si clair dans les Noces de Figaro. Et puis après, il avait son mathématicien, donc qui dérangeait pas jour et nuit, mais à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, au point que la femme du mathématicien
mathématiciens n'étaient pas ravis. Il faisait du chinois avec François Cheng. Il recevait des inconnus, des jeunes. Quand Audrey Hepburn, je ne sais pas si vous savez encore qui est Audrey Hepburn. Pour sûr. Alors quand Audrey Hepburn a voulu le rencontrer, il était là. En mai 68, il invite Cohn-Bendit. Enfin, donc il y avait chez lui une pulsation. Toute une population assez bigarrée dans la salle d'attente du 5 rue de Lille. À propos des gens qui n'arrivaient pas à attirer à lui aussi, Jacques-Alain Miller, vous écrivez dans cette vie de Lacan que vous avez écrit cette vie de Lacan, dites-vous, pour le rendre vivant pour vous qui après lui vivez. Bien sûr, on pense à François Villon, Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Le premier vers dans la littérature française qui m'a ému quand je suis entré en 6e, je crois, on étudiait ça. Et donc ça se termine, ce premier vers, par n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Après, il est question de Dieu, mais Jacques-Alain Miller, est-ce qu'on peut adoucir le cœur de qui a déjà choisi de se prononcer contre le nom de Lacan? Oui, écoutez, je vais vous dire, Dieu bénisse ceux qui sont contre Lacan. Non seulement il ne me dérange pas, mais s'il n'y en avait pas, on s'ennuierait. Les personnes qui font l'objet d'un consensus général et d'une révérence ou d'une indifférence sont assommants. Et donc, je n'ai pas du tout l'idée de les convaincre ou de les adoucir. Peut-être, au contraire, ça va les endurcir. Alors je vous propose d'écouter tout de suite la voix de Jacques Lacan à propos de ses écrits au cours d'un petit discours à l'ORTF en 1966. Mes écrits rassemblent les bases de la structure dans une science qui est à construire. Et structure veut dire langage, pour autant que le langage, comme réalité, fournit ici les fondements. Le structuralisme durera ce que durent les roses, les symbolismes et les parnasses, une saison littéraire. Ce qui ne veut pas dire que celle-ci ne sera pas plus féconde. La structure, elle, n'est pas prête passée, parce qu'elle s'inscrit dans le réel, ou plutôt qu'elle nous donne une chance de donner un sens à ce mot de réel, au-delà du réalisme, qui, socialiste ou non, n'est toujours qu'un effet de discours. Jacques-Alain Miller, dans cet extrait du petit discours à l'ORTF donné par Jacques Lacan en 1966. Oui, je ne l'ai pas réentendu depuis lors, oui. Eh bien, Jacques Lacan nous dit précisément de la structure qu'elle n'est pas prête de passer en vertu de son rapport au réel. Mais n'est-ce pas aussi par son rapport au réel que Lacan n'est pas prêt de passer à l'as ? Ah, c'est formidable ce que vous dites. C'est ce que je crois en effet. Et, il célébrait beaucoup, par exemple, le rapport au réel des Anglais, qui trouvaient plus sain que celui des Français, qui, au fond, rêvent de grandeur, alors que les Anglais sont là-dessus beaucoup plus près des réalités. Ils trouvaient que l'éthique est du côté des Anglais. À propos des Anglais, on voit ce qui se passe depuis quelques jours en Angleterre. En effet, ça manque un peu de grandeur peut-être, mais ça révèle en tout cas peut-être quelque chose de l'ordre du réel aussi. Le réel, c'est cet impossible chez Lacan, pour Lacan. Écoutez, moi, je voudrais dire un mot, puisque vous m'avez fait entendre cet extrait. Vous voyez, c'est extraordinaire d'entendre ce phrasé, alors qu'il date d'une autre époque. On ne parle plus comme ça. Il y a même une amie un peu piquante qui avait une fois entendu Lacan et qui disait c'est Chacha Guitry. Bon, mais il y a un phrasé, il y a un ton, mais Lacan avait beaucoup de tons. Là, il prend un ton de combat et d'assurance, mais il imitait les voix, il imitait à son séminaire, c'était un exercice même physique. Et au fond, alors remarquez que en plein structuralisme, au moment où c'est la mode partout, on n'entend que ça, et que lui, au fond, bénéficie de ce battage.
il dit tout de même, ça va passer comme une saison littéraire, et c'est exactement ce qu'on a vu, ça a duré un peu plus longtemps, et puis ça a passé, et ça ne lui tournait pas la tête. Alors vous parlez d'un ton de combat dans cet extrait du petit discours à l'ORTF de Jacques Lacan. Si on revient à votre rôle, Jacques-Alain Miller, dans la prospère postérité de Lacan et dans son actualité, donc, vous dites refuser aujourd'hui de jouer les défenseurs, et écrivez précisément « Le défendre, je l'avais fait de son vivant et jusqu'au bout. Mort, il se défendait très bien tout seul par ses écrits, son séminaire que je rédigeais. » Vous revoilà donc. Mais alors, est-ce que c'est dans le rôle du défenseur ou du combattant ? Écoutez, hier, j'ai écouté attentivement cette même émission pour voir ce qui m'attendait, et vous avez reçu 2 représentants du Centre d'études et de valorisation des algues. Bien moi, je suis en quelque sorte le directeur d'un centre d'études et de valorisation de Lacan. Vous en faites pas des produits dérivés pour l'industrie ? Ah, écoutez, je lui trouve beaucoup de ressemblances avec ce que vous avez dit des algues. C'est-à-dire, voyez, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, les algues ont mauvaise réputation. Et puis, vous faites une émission, et qu'est-ce qu'on apprend? Oui, en effet, on les considère comme polluantes, toxiques, et nous avions des amoureux des algues qui expliquaient que les algues, il n'y a rien de plus sain, qu'il n'y a rien de meilleur à manger, qu'il faut s'envelopper dans les algues, que c'est bon pour le cœur, etc. Eh bien, voilà, bon. Vous avez, je reviens quand même à cette question de défenseur, parce que ça me semble important, d'autant que ça réapparaît dans le long et riche entretien que vous avez accordé au numéro spécial Pourquoi Lacan de la revue Le Diable, probablement, qui paraîtra comme votre vie de Lacan début septembre. Et dans cet entretien, vous apparaissez en protecteur. Est-ce que c'est donc votre position fondamentale vis-à-vis de Lacan? Écoutez, en effet, ça m'est venu pendant cet entretien. J'ai rappelé que au moment où je l'ai connu, je me prenais un peu pour le jeune chevalier Emeriot du vieux Charlemagne. Bon, c'était mes références, j'avais 20 ans, la légende des siècles, Victor Hugo. Bon, enfin, en tout cas, j'avais pensé à ça, donc je l'ai redit. Et en continuant un peu dans cette veine, je me suis rendu compte que, dans l'entretien, que finalement, j'avais plutôt ce rapport de protection avec Lacan. Alors, c'est très bizarre. Parce que d'un côté, c'était quelqu'un de parfaitement lucide, comme vous l'avez vu, par exemple, sur le structuralisme. Bon, c'était pas Don Quichotte. Il n'avait pas besoin de que je joue Sancho Panza pour le retenir d'aller contre des moulins à vent. C'est plutôt lui qui m'a retenu quand j'étais gauchiste de certains moulins à vent. Oui, vous le présentez, Jacques-Alain Miller, dans votre vie de Lacan, comme un homme d'action, mais pas téméraire. Voilà. Mais, donc ça, c'est un aspect. Et en même temps, à certains égards, bon, je vais dire ce qui me vient, hein, je suis là pour ça, j'étais beaucoup plus raisonnable que lui. Un jour, on a joué à Guitrancourt, à mon idée, parce que j'avais dû lire quelque part que, chez des psychologues, que les sujets avaient un âge mental réel différent, tout à fait différent de leur âge biologique. Et donc, on a tourné autour de la table pour savoir quel était l'âge mental que chacun considérait avoir. Moi, par exemple, je devais avoir à l'époque, j'avais plus de 30 ans, et j'ai dit, moi, j'ai dû m'arrêter pour l'âge mental à 17 ans. Bon, adolescent, comme ça. Et donc, j'y suis toujours. Et Lacan, quand c'est arrivé à Lacan, il a dit, moi, j'ai 5 ans. Bon, alors, au fond, et c'est vrai, il y avait un côté comme ça chez Lacan, quand il voulait quelque chose, il voulait tout de suite. 5 ans, c'est avant le complexe avant l'Oedipe, avant la formation, enfin avant l'Oedipe, avant la fin de l'Oedipe, avant la formation du surmoi, etc. Et donc, il voulait tout de suite, il sautait sur le téléphone pour appeler quelqu'un, si vous aviez une idée en disant on pourrait faire ça, faisons-le, et hop. Oui, vous le présentez, Jacques-Alain Miller, dans votre vie de Lacan, vous le présentez au restaurant notamment, ne voyant pas arriver le serveur, poussant un gros « Oh !» Oh, votre « oh » est absolument inférieur. Je ne sais pas si je peux essayer à la radio, et si j'arriverai à le pousser, j'arriverai pas, mais « Oh !» Et donc, voilà, c'est encore beaucoup de degrés en dessous, et donc toute la salle sursautait, se retournait sur lui et sur nous n'en mettions pas large, et le garçon accourait. Et il faut pas croire que, alors évidemment, on peut dire, voilà, un maître, pour qu'est-ce qu'il se croit permis. En fait, le garçon, après, il était finalement très content parce que il s'était révélé qu'à ce moment-là, il était très important pour un monsieur très important.
Et donc il remerciait finalement Lacan, ça, et Lacan, alors lui, que les gens se retournent, ça, alors il était absolument, ça ne l'occupait pas, il avait demandé quelque chose, on lui donnait, et ben subitement il était heureux. Et donc il avait ce côté. Et il faut bien dire, on lui faisait des misères, il y avait telle ou telle chose qui se tramait. Moi, bon, j'essayais de lui simplifier la vie, par reconnaissance, par admiration. Donc, j'avais un peu, en effet, ce rapport de protection, et surtout à la fin de sa vie, on ne l'a pas ménagé, il faut bien dire, autour de lui. Hein. Alors, moi, je me suis interposé avec 2 ou 3 autres, et je l'ai aidé. Mais justement, avant notre journal de 8 heures, j'aimerais que vous nous disiez un mot du fait que Jacques Lacan, aujourd'hui, a disparu depuis 30 ans, et vous écrivez votre vie de Lacan, notamment pour prendre votre part de ce temps futur du vivant de Lacan, que Lacan lui-même appelait de ses voeux, celui où sa personne ne ferait plus écran à ce qu'il enseignait. Est-ce que votre vie de Lacan participerait, paradoxalement, à ce que sa personne ne fasse plus écran à son enseignement ? C'était très surprenant pour moi quand il a écrit ça. Bien sûr, je comprenais bien cette opposition entre la personne et la pensée, entre l'image qu'il pouvait donner, et puis ce qui comptait, à savoir l'articulation logique de son discours. Mais ça m'a beaucoup frappé qu'il puisse dire « ma pensée va rester », et au fond, pour ça, d'une certaine façon, il faudrait que je meure. Parce que s'il y avait vraiment quelqu'un qui n'était pas porté à s'autodétruire, c'était bien Lacan.